Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Imaginez que vous êtes au milieu de la nuit, seul, le cœur qui bat trop fort, les pensées qui tournent en boucle. Vous venez de recevoir une mauvaise nouvelle, ou peut-être que c'est l'accumulation de 1000 petites choses qui vous a enfin fait craquer. Vous avez l'impression que tout s'effondre, que vous n'allez pas tenir, que cette fois c'est trop. Vous vous demandez comment vous allez pouvoir continuer à avancer, à vous lever demain, à sourire à vos enfants, à aller travailler, à simplement exister dans ce poids qui vous écrase. Et pourtant, des millions de personnes avant vous ont ressenti exactement la même chose. Certaines ont vécu des horreurs que nous peinons même à imaginer. Et elles ne se sont pas seulement relevées, elles sont devenues plus fortes, plus sages, plus vivantes qu'elles ne l'avaient jamais été. Comment est-ce possible ? Ce n'est pas une question de caractère exceptionnel. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de cerveau. Votre cerveau possède une capacité extraordinaire. Il est conçu pour transformer la souffrance en force. Il peut littéralement se recabler, se renforcer, créer de nouvelles connexions neuronales face à l'adversité. Il peut transformer la douleur en résilience. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment cela fonctionne. Nous allons plonger profondément dans la science, mais de façon claire et accessible. Nous allons explorer des histoires vraies qui vont vous bouleverser, vous émouvoir, peut-être même vous faire pleurer. Nous allons voir des expériences scientifiques fascinantes qui prouvent que ce n'est pas de la théorie, mais une réalité mesurable. Et surtout, je vais vous donner des outils concrets, pratiques, que vous pourrez appliquer dès ce soir pour commencer à renforcer votre propre résilience. Si vous traversez une période difficile en ce moment, ou si vous voulez simplement vous préparer à affronter les inévitables tempêtes de la vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo est longue, mais chaque minute compte. Elle pourrait changer votre façon de voir la souffrance, et peut-être même changer votre vie. Et si quelque chose vous touche dans ce que je vais dire, likez la vidéo dès maintenant. Ça prend 1 seconde et ça permet à l'algorithme de la montrer à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Allons-y. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment le stress et pourquoi il nous touche autant. Le stress n'est pas un ennemi. À la base, c'est un mécanisme de survie. Quand nos ancêtres rencontraient un prédateur, leur corps libérait de l'adrénaline et du cortisol pour leur donner de la force, de la vitesse, de la concentration. Une fois le danger passé, tout revenait à la normale. Aujourd'hui, les prédateurs ont changé de forme. Un mail urgent, une dispute, une facture imprévue, une maladie, une rupture. Le problème, c'est que le stress reste souvent activé en permanence. On appelle ça le stress chronique. Et quand il dure trop longtemps, il devient dangereux. Le cortisol en excès rétrécit l'hippocampe, la zone du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Il augmente la taille de l'amygdale, le centre de la peur. Il perturbe le sommeil, affaiblit le système immunitaire, augmente le risque de dépression, d'anxiété, de maladies cardiovasculaires. Mais voilà la bonne nouvelle, le cerveau n'accepte pas la défaite. Quand il est confronté à une épreuve, il déclenche un ensemble de mécanismes 303 extraordinaires de protection et de régénération. C'est ce qu'on appelle la résilience neurobiologique. Et cette résilience n'est pas réservée à quelques héros. Elle est en chacun de nous. Je vais vous le prouver avec des histoires, des études et des exemples concrets. Commençons par une histoire qui me bouleverse à chaque fois que je la raconte. Viktor Frankl. En 1942, Viktor Frankl est un psychiatre autrichien prometteur. Il est marié, heureux, il a une carrière brillante devant lui. Et puis les nazis l'arrêtent, lui et sa famille. Il est déporté à Auschwitz, puis dans d'autres camps. Il perd tout, sa liberté, sa dignité,
sa femme, ses parents, son frère. Il voit des gens mourir tous les jours, de faim, de froid, de violence, ou simplement de désespoir. Dans les camps, Frankel observe quelque chose de troublant. Certains prisonniers abandonnent très vite. Ils s'allongent et ne se relèvent plus. D'autres, malgré les mêmes conditions, continuent à aider les autres, à partager leurs dernières miettes de pain, à trouver un sens même dans l'horreur. Frankel survit, et pas seulement physiquement. Il sort des camps avec une conviction plus forte que jamais. Même quand tout nous est enlevé, il nous reste une chose que personne ne peut nous prendre, la liberté de choisir notre attitude face à la souffrance. Il écrit ensuite un livre qui deviendra un classique, Découvrir un sens à sa vie. Ce livre a aidé des millions de personnes à traverser leurs propres épreuves. Comment Frankel a-t-il fait? Son cerveau a activé ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance post-traumatique. Face à l'extrême souffrance, il a recablé ses circuits neuronaux pour trouver du sens. Il a renforcé son cortex préfrontal, la zone de la régulation émotionnelle et de la prise de décision rationnelle. Il a diminué l'hyperactivité de son amygdale. Et des études modernes montrent que c'est exactement ce qui se passe chez toutes les personnes résilientes. Passons maintenant à une autre histoire, plus contemporaine, plus proche de nous. Je vais vous parler de Sarah. Je change son prénom pour protéger son anonymat, mais son histoire est vraie. Elle m'a écrit il y a quelques années. Sarah avait 38 ans. Mère de 2 jeunes enfants, cadre dans une grande entreprise. Elle travaillait dur, elle était ambitieuse, elle voulait tout réussir. Et puis tout s'est effondré en quelques mois. D'abord le burn-out. Elle ne dormait plus, elle pleurait au bureau, elle n'arrivait plus à se concentrer. Ensuite, son mari a demandé le divorce. Et enfin, le diagnostic. Une maladie auto-immune chronique. Elle m'a écrit un message que je n'oublierai jamais. Je ne vois plus l'intérêt de vivre. Je suis épuisée. Je ne suis plus bonne à rien. Sarah était au fond du gouffre. Mais elle a commencé par de toutes petites actions. 10 minutes de marche par jour. Écrire 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque soir. Recontacter une amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Petit à petit, elle a ajouté d'autres habitudes. Elle a commencé à méditer 5 minutes par jour. Elle a repris une activité qu'elle adorait enfant, le dessin. Elle a rejoint un groupe de soutien pour les personnes atteintes de sa maladie. 6 mois plus tard, elle m'a écrit à nouveau. Je ne suis pas guérie. Je ne le serai peut-être jamais complètement. Mais je suis vivante et je me sens plus forte qu'avant. J'ai appris à écouter mon corps, à dire non, à demander de l'aide. J'ai découvert une version de moi que je ne connaissais pas. Ce qui s'est passé dans le cerveau de Sarah est exactement ce que la science décrit. Son corps a commencé à produire plus de BDNF, cette protéine qu'on appelle l'engrais du cerveau. Ces nouveaux neurones ont commencé à se former. Son cortex préfrontal s'est renforcé. Son amygdale s'est apaisée. Sarah n'est pas une exception. C'est ce qui arrive quand on donne au cerveau les bons ingrédients. Je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires comme celle-ci. Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, et en est sorti sans amertume, prêt à réconcilier une nation. Malala Yousafzai, qui a survécu à une balle dans la tête à 15 ans et est devenue la plus jeune prix Nobel de la paix. Oprah Winfrey, qui a vécu une enfance marquée par la pauvreté et les abus, et qui a transformé sa douleur en empathie et en succès. Ou encore des gens ordinaires. Le père qui perd son emploi à 50 ans et se reconvertit. La femme qui surmonte un cancer et recommence à courir des marathons. L'étudiant qui échoue à ses examens et finit par créer son entreprise. Tous ont un point commun. Leur cerveau a su transformer la souffrance en force. Entrons maintenant dans la science, en profondeur.
Le cerveau est plastique. C'est le concept de neuroplasticité. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau adulte était fixe. Mais depuis les années 1990, les recherches ont prouvé le contraire. Chaque expérience, chaque pensée, chaque émotion modifie littéralement la structure du cerveau. Quand on vit une épreuve, plusieurs choses se passent. Première phase, le choc. L'amygdale s'active fortement. Le cortisol monte en flèche. Le corps passe en mode survie. Mais chez les personnes résilientes, cette phase ne dure pas. Le cerveau active alors plusieurs mécanismes de protection. La production de BDNF. Cette protéine favorise la croissance de nouveaux neurones et de nouvelles synapses, surtout dans l'hippocampe et le cortex préfrontal. Le renforcement du cortex préfrontal. Cette zone nous aide à réguler nos émotions, à prendre du recul, à voir les choses avec perspective. La diminution de l'hyperactivité de l'amygdale. La peur devient moins envahissante. L'activation du système de récompense. Le cerveau commence à associer certaines actions, comme aider les autres ou faire du sport, à du plaisir, même en période difficile. Des études d'imagerie cérébrale montrent ces changements chez les personnes résilientes. Par exemple, une étude sur des vétérans du Vietnam ayant développé un trouble de stress post-traumatique, comparé à ceux qui n'en ont pas développé, a montré que les résilients avaient un cortex préfrontal plus épais et une meilleure connexion entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Une autre étude sur des survivants d'accidents graves a montré la même chose. Et ce n'est pas seulement pour les grandes tragédies. Même un divorce, une perte d'emploi, une maladie chronique peut déclencher ces mécanismes si on adopte les bonnes stratégies. Quelles sont ces stratégies? Il y en a 4 principales, validées par des dizaines d'études. Première stratégie, trouver du sens. Viktor Frankl l'avait compris. Quand on arrive à donner un sens à sa souffrance, le cerveau change. Ça ne veut pas dire nier la douleur, ça veut dire se demander « Qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre ? Comment puis-je grandir à travers elle ? Comment puis-je aider les autres avec ce que je vis ?» Des études montrent que les personnes qui pratiquent cette recherche de sens ont moins de dépression et plus de croissance post-traumatique. Deuxième stratégie, les relations sociales. Nous sommes des animaux sociaux. Le cerveau est câblé pour le lien. Quand on traverse une épreuve, l'isolement est le pire poison. Le soutien social active la libération d'ocytocine, une hormone qui contrebalance le cortisol. Une étude célèbre, l'étude de Grant sur les survivants de l'Holocauste, a montré que ceux qui avaient maintenu des liens forts avaient une meilleure santé mentale des décennies plus tard. Parler à un ami, rejoindre un groupe de soutien, même simplement écrire à quelqu'un peut faire une différence énorme. Troisième stratégie, l'exercice physique. L'exercice est l'un des plus puissants activateurs de BDNF. Une méta-analyse de 2020 a montré que 30 minutes d'exercice modéré, 3 à 5 fois par semaine, réduit les symptômes dépressifs 53IF de 20 à 30%. Et ce n'est pas seulement chimique. L'exercice donne un sentiment de contrôle, de progrès, de maîtrise. Quatrième stratégie, la pleine conscience et la méditation. Des études de Richard Davidson à l'Université du Wisconsin ont montré que 8 semaines de méditation de compassion modifient littéralement la structure du cerveau. Moins d'activité dans l'amygdale, plus dans les zones de l'empathie et de la régulation émotionnelle. Même 10 minutes par jour suffisent pour voir des effets. Ces 4 piliers, sens, lien social, exercice, pleine conscience, sont les ingrédients essentiels pour activer la résilience neurobiologique. Je vais maintenant vous raconter une autre histoire pour illustrer tout ça. Il y a quelques années, j'ai suivi l'histoire de Thomas. Thomas était un entrepreneur.
Il avait monté sa start-up avec passion. Il y avait mis toutes ses économies, tout son temps. Et puis la crise est arrivée. Son entreprise a fait faillite. Il s'est retrouvé avec des dettes énormes, sans emploi, et avec une famille à nourrir. Il m'a confié qu'il a traversé des mois très sombres. Il dormait à peine. Il se sentait comme un échec total. Mais Thomas a commencé à appliquer ce qu'on vient de voir. D'abord, il a cherché du sens. Il s'est demandé: qu'est-ce que cette faillite m'apprend sur moi, sur les affaires, sur la vie? Il a réalisé qu'il avait mis toute sa valeur dans son succès professionnel. Il a décidé de rééquilibrer sa vie. Ensuite, il a reconnecté avec les autres. Il a rejoint un groupe d'entrepreneurs ayant vécu des échecs. Il a parlé ouvertement de sa situation à sa famille et à ses amis. Il a recommencé à faire du sport, du running, tous les jours. Et il a commencé une pratique simple de gratitude et de respiration. 2 ans plus tard, Thomas a remonté une nouvelle entreprise. Plus petite, plus solide, plus alignée avec ses valeurs. Et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Ma faillite a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle m'a forcé à devenir une meilleure version de moi-même. C'est la croissance post-traumatique en action. Passons maintenant à des expériences scientifiques plus détaillées. Première expérience, l'étude des jumeaux et du stress. Des chercheurs ont étudié des paires de jumeaux, dont l'un avait vécu un trauma majeur, accident, violence, et l'autre non. Chez les jumeaux identiques, on s'attendait à ce que les deux réagissent pareil. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui faisait la différence, ce n'était pas la génétique, mais les stratégies adoptées après le trauma. Recherche de sens, soutien social, etc. Deuxième expérience, l'étude sur les moines tibétains. Richard Davidson a fait venir des moines ayant des dizaines de milliers d'heures de méditation à son laboratoire. Il leur a demandé de méditer sur la compassion. Leur cerveau montrait une activité gamma exceptionnelle, signe d'une intégration neuronale très élevée et une résilience émotionnelle hors norme. Mais le plus intéressant, il a ensuite fait suivre le même programme à des débutants. Après seulement 8 semaines, on voyait déjà des changements mesurables. Troisième expérience, les rats et la roue. Des rats soumis à un stress chronique, eau froide, bruit, etc. Un groupe avait accès à une roue pour courir. L'autre non. Le groupe qui courait développait 2 fois plus de nouveaux neurones dans l'hippocampe et montrait beaucoup moins de signes d'anxiété et de dépression. L'exercice physique n'est pas un luxe. C'est une nécessité neurologique. Quatrième expérience, l'étude de Harvard sur le bonheur et la longévité. C'est l'une des études les plus longues jamais réalisées, plus de 80 ans. Elle suit des centaines de personnes depuis les années 1930. Conclusion principale. Ce qui prédit le mieux la santé et le bonheur à long terme, ce ne sont ni la richesse, ni la carrière, ni même la santé physique. Ce sont les relations de qualité. Les personnes qui ont des liens forts traversent mieux les épreuves et vivent plus longtemps. Toutes ces études convergent vers la même conclusion. La résilience est une compétence qui s'apprend. Maintenant, je vais vous donner un plan d'action très détaillé pour activer votre propre résilience. Ce plan est structuré en 4 semaines, avec des actions progressives. Vous pouvez l'adapter à votre rythme. Semaine 1, focus sur le sens et la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet et répondez à 3 questions. Quelles sont 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant aujourd'hui, même petites? Qu'est-ce que ma situation actuelle m'apprend?
Comment puis-je utiliser cette épreuve pour grandir ou aider les autres? Faites-le tous les jours, sans exception. Semaine 2. Renforcer les liens sociaux. Appelez ou envoyez un message à une personne différente chaque jour. Rejoignez un groupe, sport, loisirs, soutien, association. Partagez quelque chose de vulnérable avec quelqu'un de confiance au moins une fois dans la semaine. Semaine 3. Bougez tous les jours, 30 minutes de marche rapide ou d'exercice modéré, 5 jours sur 7. Si vous êtes débutant, commencez par 10 minutes et augmentez progressivement. Trouvez une activité que vous aimez. Danse, vélo, natation, yoga. Semaine 4. Intégrez la pleine conscience. 10 minutes de méditation par jour. Commencez par une méditation guidée simple, respiration consciente ou scan corporel. Utilisez une application gratuite comme Petit Bambou ou Insight Timer. Après ces 4 semaines, continuez les habitudes qui vous font le plus de bien. Et surtout, soyez patient et bienveillant avec vous-même. Le changement neurologique prend du temps, mais il arrive. Si vous commencez ce plan aujourd'hui, dans quelques mois, vous ne serez plus la même personne. Vous serez plus fort, plus serein, plus résilient. Avant de conclure, je veux vous dire quelque chose d'important. Vous n'êtes pas seul. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, il y a des gens qui sont passés par là et qui s'en sont sortis. Et il y a cette communauté ici, sur cette chaîne. Dans les commentaires, partagez ce que vous ressentez. Écrivez simplement « Je traverse une épreuve » ou « Je commence le plan aujourd'hui » ou racontez votre histoire. Je lis tous les commentaires. Et vous verrez que vous n'êtes pas seul. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a donné de l'espoir, de la force ou simplement une nouvelle perspective, faites 3 choses pour moi. Premièrement, likez la vidéo. Ça aide vraiment à la diffuser. Deuxièmement, commentez. Partagez ce qui vous a le plus marqué. Troisièmement, partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un membre de la famille, un collègue. Vous pourriez changer une vie. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre cerveau est de votre côté. Prenez soin de vous. À très bientôt.